Merci beaucoup, Sonia. Donc, ici, comme nous sommes déjà au troisième exercice de rapport, nous voudrions vraiment mettre un focus sur la coordination des réponses. Donc, dans la slide suivante, je vais mentionner vraiment l'intérêt, quel est l'intérêt que nous voyons pour coordonner les réponses. Mais peut-être un point en amont, c'est que nous avons vu qu'au cours des 2 derniers exercices de rapport, nous avons souvent des pays qui ne rapportent pas toujours sur les mêmes eaux, que ce soit le même cours d'eau, le même fleuve, ou également sur les mêmes aquifères, donc que ce soit simplement avec des différents noms ou vraiment avec des visées différentes, et également avec des différences aussi au niveau des critères d'opérationnalité. Donc, ce qu'on espère, c'est qu'avec cette coordination éventuellement entre les différents pays, que ce soit au niveau du bassin ou au niveau de l'accord, que ça puisse aider aider les différents pays à avoir une compréhension commune des données et voir vraiment où on en est au point positif ou des manques qui doivent être comblés, d'améliorer éventuellement les données que nous avons qui sont relatives à l'indicateur 652 et également d'avoir une évaluation commune de la coopération et de ses aboutissements au niveau du bassin ou au niveau de l'aquifère pour permettre d'avoir une vision globale. Donc on a vu déjà que certains pays ont pu coordonner et nous espérons que par la suite, plus de pays pourront le faire. Dans la slide suivante, Tatiana, donc nous encourageons vraiment d'avoir dans la slide suivante, next slide, yeah. Donc nous encourageons de coordonner, mais nous comprenons effectivement aussi que chaque pays, que ce sont des rapports nationaux et que bien sûr, il peut y avoir des vues divergentes. Ce qui est peut-être le plus important, ce qui nous a été partagé par des retours d'expérience de pays, c'est d'avoir une compréhension commune. Donc même être d'accord, de ne pas être d'accord aussi, mais de s'accorder sur quel point il y a des différences. Donc, pourquoi est-ce que, dans la slide suivante, pourquoi est-ce qu'il y a le focus sur cette coordination maintenant ? Parce que nous avons déjà vu des exemples de coordination entre différents pays. Nous entendons plus tard aussi des exemples, par exemple l'exemple de l'Autriche qui a coordonné avec ses voisins pour plusieurs bassins versants. Et bien sûr, l'idée, c'est également de réduire les divergences, si possible, dans les rapports nationaux. On voit aussi vraiment une différence au niveau, par exemple, des aquifères, où il y a une grande différence entre les noms des aquifères et les différents aquifères qui ont été transmis par des pays qui sont voisins. Donc, on espère aussi éventuellement favoriser le dialogue dans cette dimension. Et bien sûr, il y a toujours, dans l'optique de l'indicateur 652, avoir une vision éventuellement possible au niveau du bassin concernant l'opérationnalité et l'opérationnalité des accords dans les différents pays du bassin. Maintenant, un point, par exemple, sur l'expérience suédoise qui nous a été partagée par le pays, où on a vraiment vu qu'il y a eu un projet de rapport, donc un draft, qui a été partagé avec les pays voisins. Il y a eu des consultations au niveau des pays voisins, que ce soit avec la Finlande et avec bien sûr la Suède, et où ils ont utilisé les bassins, les commissions de bassin aussi pour partager l'expérience. Maintenant, je vais passer la parole à Aurélien pour la suite de la présentation. Oui, merci beaucoup, Sarah. Donc, voilà, donc je vais continuer un peu sur des choses un peu plus pratiques et concrètes sur éventuellement des suggestions de comment
de quelle manière les pays peuvent se coordonner dans la pratique pour la préparation de ces rapports, donc en se mettant un peu dans la perspective de différents acteurs qui pourraient intervenir, c'est-à-dire qu'effectivement, la personne principale en charge, c'est le point focal national pour l'indicateur 652, le coordinateur qui était désigné dans chaque pays, qui donc, forcément avoir un rôle actif s'il peut contacter ses collègues des pays voisins pour justement développer ces réponses communes. Il y a aussi la possibilité de consulter les rapports qui ont été présentés lors des 2 premiers exercices qui sont disponibles sur la page web de la CONU. Voilà, c'est différentes actions, bien sûr, depuis cette perspective. Mais alors, bien que la préparation de ces rapports soit une perspective et un engagement national, un certain nombre d'autres acteurs peuvent aussi faciliter et s'enquérir de où en est la préparation de ces rapports. Et en particulier, bien sûr, on pensera en priorité au rôle des organismes de bassin pour là où il existe déjà Il y avait un petit écho, je pense que c'est terminé. Ou qu'on puisse couper le micro d'une salle là, qui fait des petites interactions. Je ne sais pas si par rapport à la traduction, l'interprétation. Enfin, je vais essayer de continuer. Donc, je disais donc effectivement un rôle clé des organismes de bassin, puisque là où il y a des accords déjà établis, une coopération en cours, eh bien, voilà, une action concrète, par exemple, serait identifiée lors d'une réunion statutaire d'un prochain organisme de bassin ou si on parle d'une réunion bilatérale entre pays qui est déjà prévue, de ne pas oublier d'inclure bien sûr le sujet de l'indicateur 652 à l'ordre du jour. Euh, Idéalement, on pourrait même organiser une réunion spéciale sur le 652 ou établir vraiment une action concrète pour le 652. Bon, après, il n'y a pas forcément les budgets ou la possibilité, mais au moins, si c'est à l'ordre du jour d'une réunion qui se passe dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, voilà, ce serait déjà une possibilité de coordination. Euh, voilà, si un autre exemple, si on regarde vers les eaux souterraines, un rôle bien sûr des services géologiques nationaux. Pour revenir à la slide précédente, c'était qui peuvent bien sûr avoir déjà certaines informations collectées, en particulier s'il y a déjà eu des projets de plus à niveau technique sur des aquifères transfrontaliers. Parfois, l'information ne remonte pas forcément au niveau dans les ministères, etc. Donc, bien s'appuyer sur ces universités, ces services géologiques qui vont parfois avoir des données sur les aquifères. Et puis bien sûr, comme on va l'entendre plus tard avec l'exemple de la CEDEAO, des partenaires régionaux, des organisations régionales sont impliqués dans la coopération transfrontalière et donc là aussi peuvent aussi promouvoir cet exercice de suivi du 652. Donc voilà l'ensemble un peu des partenaires impliqués. Donc sur la slide suivante, effectivement, on voulait aussi mettre l'accent sur les aquifères transfrontaliers comme cas particulier, puisque effectivement, où on pourrait encore davantage intensifier les efforts de coopération, puisque là, il s'agit vraiment parfois de reconnaître la nature transfrontalière de certains aquifères. Bien sûr, si c'est parfois difficile de s'accorder sur une délimitation commune, mais même si, voilà, si on se souvient des cartes que l'UNESCO a établies sur les aquifères transfrontières il y a une quinzaine d'années, par exemple, c'était parfois des ovales, des cercles qui identifiaient la localisation de ces aquifères. Donc, même voilà, commencer avec le peu d'informations, ça permet de commencer ce travail de reconnaissance et la méthodologie, on est désormais assez flexible pour pouvoir aussi baser le calcul de l'indicateur 652 sur des données partielles. Donc n'hésitez pas à nous contacter s'il y a des doutes là-dessus. Donc sur la slide suivante, voilà, là c'était un petit rappel sur finalement bien sûr, ce travail de coordination est un travail assez intensif finalement. Et donc, si on veut un peu établir une priorité sur le type d'information et de données
sur lesquelles une coordination serait un peu prioritaire, bien sûr, c'est celle qui concerne directement le calcul de l'indicateur 6.5.2, c'est-à-dire d'abord reconnaître quel bassin transfrontalier et quel aquifère transfrontière sont communs, s'il existe des arrangements, être d'accord sur les arrangements qui les concernent, ou le manque aussi d'accords et de traités, reconnaître conjointement qu'il faudrait en développer, et bien sûr pour ensuite regarder les 4 critères d'opérationnalité de l'accord, se mettre d'accord aussi si ces 4 critères sont applicables ou non. Voilà, parfois ça peut générer quelques discussions. Mais bien sûr, après, la section 2 du rapport en particulier, qui adresse plein d'autres sujets, est très utile aussi en termes de coordination pour établir des priorités et pour établir des thématiques qui peuvent être sujettes à coopération et coordination. Donc voilà, il y a un peu ces 2 niveaux et il y avait des différents objectifs de coordination en termes de priorité. Donc sur la slide suivante, la diapo suivante, voilà une note, donc par rapport à justement un peu une nouveauté sur lesquelles aussi on veut se focaliser un peu suite aussi à la requête de certains pays lors des précédents exercices de suivi, c'est-à-dire que même si, bien sûr, lorsqu'on parle de coordination, il ne s'agit pas d'être d'accord sur tous les points. Les expériences que l'on a eues dans des exercices précédents, certains mentionnés par Sarah, ont montré aussi que parfois les pays étaient d'accord pour de ne pas être d'accord, si on peut dire. Mais bien sûr, il y avait une grande valeur quand même à ce processus de coordination. Et au-delà de ça, au-delà de regarder chaque question spécifique, chaque critère spécifique, on insiste aussi, donc c'est un peu l'objectif de cette diapo, c'est d'indiquer que on nous encourage aussi, les pays, à formuler une évaluation commune finalement sur l'état de la coopération au-delà des critères et des questions spécifiques. Si jamais il y a des commentaires généraux que vous souhaitez formuler en commun sur l'état de la coopération, eh bien, il y a différents endroits où c'est possible, par exemple à la fin de la section 1 ou dans la section 4 qui justement adresse différentes questions sur le processus de préparation de ces rapports. Eh bien, voilà, vous avez aussi cette possibilité qui montre que justement, pour nous faire savoir, et ce sera d'ailleurs, bien sûr, d'une grande valeur quand on va préparer nos rapports d'analyse et de suivi, de faire état de ces activités de coordination qui ont eu lieu. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de dans les espaces dédiés, à nous faire part de ces activités de coordination. Et sur ce, voilà, je voulais terminer là-dessus en vous remerciant à nouveau pour votre attention. Vous rappeler aussi notre disponibilité, bien sûr, pour donner plus de détails, à commencer dans la session de questions-réponses qui suivra. Et un petit commentaire juste avant de passer à la suite. Voilà, dire qu'aujourd'hui, vous ne l'avez peut-être pas sur votre écran, mais on a environ 120 panélistes, 120 personnes qui participent à ce webinaire. Donc, c'est vraiment, je pense, à une bonne nouvelle d'avoir autant d'intérêt. Hier, nous étions environ jusqu'à 160. Donc, voilà, sur ces 2 jours de webinaire, je pense qu'il y a vraiment cet intérêt qui est montré des pays pour coopérer, pour se coordonner, justement, et en espérant que cette présentation vous a donné encore quelques idées pour pouvoir améliorer la qualité et la coordination de vos rapports. Merci beaucoup. Merci beaucoup.